Le restaurant La Vague Bleue se dressait majestueusement sur la côte de Biarritz, ses grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur l'océan Atlantique. C'était l'un des établissements les plus prestigieux de cette ville balnéaire, du Pays basque français, réputé non seulement pour sa cuisine raffinée, mais aussi pour son cadre idyllique. Par une douce journée de juin, alors que le soleil caressait la terrasse de ses rayons bienveillants, Henri Beaumont, un promoteur immobilier de renom, poussa la porte du restaurant, tenant par la main son fils Lucas, un petit garçon de 9 ans au regard mélancolique. Ils furent accueillis par le maître d'hôtel qui les conduisit à leur table habituelle, celle qui offrait la plus belle vue sur l'horizon. « Tu veux dessiner un peu en attendant notre repas ?» demanda Henri à son fils en lui tendant un petit carnet et des crayons de couleur. Lucas hocha simplement la tête sans prononcer un mot. Il ouvrit son carnet et commença à griffonner distraitement, évitant le regard des autres clients. Depuis la disparition de sa mère Élise 2 ans auparavant, le garçon s'était enfermé dans un mutisme presque complet. Les rares mots qu'il prononçait étaient réservés à son père, et encore, avec parcimonie. « Je dois m'absenter quelques minutes », annonça Henri en se levant. « Je reviens tout de suite, d'accord ?» Nouveau hochement de tête silencieux. Henri soupira discrètement avant de se diriger vers les toilettes, jetant un dernier regard inquiet à son fils qui semblait absorbé par son dessin. Derrière le comptoir, Camille Rousseau, une nouvelle serveuse embauchée la semaine précédente, observait la scène avec curiosité. À 35 ans, elle n'avait jamais imaginé se retrouver à servir des tables dans un restaurant chic. Avec son diplôme des beaux-arts et son talent reconnu, elle aurait dû poursuivre sa carrière d'illustratrice à Paris. Mais la vie en avait décidé autrement. « Camille, table 7, service d'eau », lança le responsable de salle en passant, près d'elle. La table 7, celle du petit garçon silencieux. Camille prit une carafe d'eau et s'approcha. En arrivant près de Lucas, elle remarqua les dessins sur son carnet. Un phare solitaire sur une falaise battue par les vagues, rendu avec une précision étonnante pour un enfant de cet âge. Au lieu de simplement poser la carafe comme le protocole l'exigeait, Camille fit quelque chose d'imprévisible. Elle tira discrètement la chaise face à Lucas et s'assit. « C'est un très beau phare, dit-elle doucement. Tu sais, il ressemble beaucoup à celui du Cap Ferret. » Lucas leva les yeux, surpris qu'on lui adresse la parole. Il observa cette femme, aux cheveux châtains légèrement ondulés, dont les yeux verts pétillaient d'une intelligence bienveillante. « Tu permets ?» demanda-t-elle en prenant un crayon. Sans attendre de réponse, elle tourna une page vierge du carnet et commença à dessiner rapidement. Sous ses doigts habiles, apparut un petit bateau de pêche ballotté par les vagues, avec une précision de détail qui captiva immédiatement l'attention de Lucas. « J'ai passé mon enfance près de la mer », expliqua Camille, tout en continuant son dessin. « Mon grand-père était pêcheur. Il disait toujours que l'océan a 1000 histoires à raconter si l'on sait écouter. » Lucas la regardait faire, fasciné. Puis, doucement, il pointa du doigt le bateau et murmura « Il n'a pas de nom. » Camille sourit, surprise et touchée d'entendre sa voix. « Tu as raison, comment pourrait-on l'appeler ?»« L'aventurier », répondit Lucas après un moment de réflexion, sa voix un peu plus assurée. « Excellent choix », approuva Camille en inscrivant le nom sur la coque du petit navire. « Et si on ajoutait un dauphin qui saute près du bateau? Qu'en penses-tu » Pour toute réponse, Lucas s'empara d'un crayon bleu et commença à esquisser l'animal marin avec une dextérité surprenante. Camille observait ses gestes, impressionnée. Par son talent naturel. « Tu dessines vraiment bien, dit-elle sincèrement, un sourire. Le premier depuis des mois. Timide d'abord, puis plus franc. « Maman m'apprenait, murmura-t-il. C'est cette scène qu'Henri découvrit en revenant des toilettes. Son fils, habituellement si renfermé, en pleine conversation avec une serveuse, un sourire authentique illuminant son visage d'enfant. Il s'arrêta net, comme frappé par la foudre, n'osant pas interrompre ce moment presque magique. Et là, on pourrait ajouter des mouettes, suggérait Camille. Elles suivent toujours les bateaux de pêche, tu sais. Comme dans le livre que maman me lisait, acquiesça Lucas, ajoutant les oiseaux au dessin avec application. Henri s'approcha finalement, le cœur battant. Camille leva les yeux et rougit légèrement, consciente d'avoir probablement outrepassé ses fonctions. « Je vous prie de m'excuser, monsieur, » dit-elle en se levant promptement. « Je me suis laissé emporter. » Mais Henri ne semblait nullement contrarié.
Au contraire, ses yeux brillaient d'une émotion qu'il peinait à dissimuler. « Papa, regarde ce qu'on a dessiné avec Camille !» s'exclama Lucas avec un enthousiasme que son père n'avait plus entendu depuis le départ d'Élise. « C'est magnifique !» répondit Henri, étudiant le dessin mais surtout dévorant du regard ce fils qui semblait soudain revenu à la vie. Voilà. Puis, se tournant vers Camille, « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » répondit-elle avec simplicité. « Votre fils a un talent remarquable. » En retournant à son service, Camille ne pouvait imaginer que ce simple moment de gentillesse venait de changer le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. Elle ne savait pas encore que ce dessin d'un bateau nommé l'Aventurier marquerait le début d'une odyssée qui les mènerait tous bien au-delà des rivages tranquilles de Biarritz. Les semaines suivantes virent Henri et Lucas devenir des habitués de la vague bleue. Ils y venaient presque quotidiennement, toujours aux heures de service de Camille. Henri observait avec émerveillement son fils s'ouvrir progressivement comme une fleur longtemps privée de soleil qui retrouve enfin la lumière. « Vous avez un don avec les enfants », dit-il à Camille un jour où Lucas était allé admirer les bateaux depuis la terrasse. Mon fils n'avait pas parlé ainsi à un étranger depuis la disparition de sa mère. Camille essuyait une table voisine, consciente que son patron la surveillait du coin de l'œil. Elle n'était pas censée engager de longues conversations avec les clients. « Lucas est un enfant extraordinaire », répondit-elle simplement. « Il a juste besoin qu'on l'écoute. »« Vous êtes artiste, n'est-ce pas ?» demanda Henri, ayant remarqué la précision de ses dessins. « Ces croquis que vous faites avec lui, ce n'est pas un talent ordinaire. » Camille hésita avant de répondre. « J'ai étudié aux Beaux-Arts de Paris. J'étais illustratrice. Avant. »« Avant quoi ?»« Avant que la vie ne décide autrement, » sourit-elle avec une pointe de mélancolie. « Mais je ne regrette rien. » Henri n'insista pas, mais son intérêt était piqué. Il commença à arriver plus tôt au restaurant, parfois seul, commandant un café qu'il faisait durer pour observer discrètement cette femme qui avait réussi là où tous les psychologues avaient échoué. Un soir de fin juillet, alors que Camille terminait son service, elle fut surprise de trouver Henri qui l'attendait sur le parking des employés. « Pardonnez mon audace, dit-il, mais j'aimerais vous parler en privé. » Camille hésita, méfiante. Elle avait appris à se méfier des propositions des hommes fortunés. « Je vous assure que mes intentions sont honorables, » ajouta Henri, comme s'il lisait dans ses pensées. « Il s'agit de Lucas. » Ils s'installèrent à la terrasse d'un petit café non loin. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. « Je suis inquiet pour mon fils, » commença Henri. « La rentrée approche, et j'ai peur qu'il ne retombe dans son mutisme loin de vous. » Camille soupira. Elle aussi s'était attachée au petit garçon. C'est un enfant résilient. Avec du temps et beaucoup d'amour, il s'en sortira. « Je voudrais vous proposer quelque chose, » poursuivit Henri. « Mais d'abord, j'aimerais comprendre. Comment une artiste diplômée des Beaux-Arts se retrouve-t-elle serveuse à Biarritz ?» Camille hésita, puis décida qu'il méritait une explication. « Ma grand-mère est tombée malade il y a 3 ans, Alzheimer. Elle m'a élevé après la disparition de mes parents dans un accident de voiture. Je ne pouvais pas l'abandonner en maison de retraite. Alors j'ai quitté Paris pour m'installer ici, dans sa maison. Les soins coûtent cher, alors je cumule 3 emplois. Serveuse le jour, aide-soignante certains soirs, et je donne des cours de dessin le week-end. » Henri resta silencieux un moment, touché par ce dévouement. « Et votre carrière ?»« En suspens, » répondit-elle avec un haussement d'épaules. « J'ai encore mes pinceaux et mes carnets. Quand j'ai un moment, je dessine pour ne pas perdre la main. Un jour peut-être. Je comprends mieux maintenant, » murmura Henri. « Voilà ce que je vous propose. Devenez la tutrice d'art de Lucas. Je vous offrirai un salaire qui vous permettra de quitter vos autres emplois et de vous occuper de votre grand-mère plus sereinement. » Camille le regarda stupéfaite. « Monsieur Beaumont, c'est très généreux, mais je ne peux pas accepter, je ne veux pas de votre charité. » « Ce n'est pas de la charité, » répliqua-t-il fermement. « C'est un échange de services. Vous avez ramené mon fils à la vie. Aucun salaire ne pourrait payer cela. Mais je vous offre une opportunité professionnelle en lien avec vos compétences. 3 après-midi par semaine, chez nous. Réfléchissez-y. » La proposition était tentante. Trop, peut-être. Mais l'idée de retrouver un lien avec l'art tout en aidant Lucas était irrésistible. Après quelques jours de réflexion et les encouragements de sa grand-mère Mathilde,
Camille accepta. Fin août. Elle franchit pour la première fois les grilles de la Villa des Roches, l'imposante demeure des Beaumont surplombant la baie de Biarritz. C'était une élégante bâtisse de style néo-basque, entourée d'un jardin luxuriant où les hortensias côtoyaient les palmiers. Lucas l'attendait impatiemment sur le perron, un large sourire illuminant son visage. « Camille, papa m'a dit que tu allais m'apprendre à dessiner comme un vrai artiste. Je vais surtout t'aider à développer ton propre style, corrigea-t-elle doucement. Tu as déjà beaucoup de talent. » Henri les regardait, ému par l'enthousiasme de son fils. Mais dans l'ombre du hall d'entrée, une silhouette observait la scène avec une hostilité à peine dissimulée. Marcel Dufour, le majordome au service des Beaumont depuis plus de 20 ans, n'appréciait guère cette intrusion dans leur quotidien bien réglé. « Mademoiselle Rousseau, je vous présente Marcel, » dit Henri. « Il s'occupe de la maison et veille sur Lucas quand je suis absent. »« Enchanté, » répondit froidement le majordome, s'inclinant légèrement sans quitter Camille des yeux. « Marcel connaît les horaires des leçons, » poursuivit Henri. « Il vous montrera la pièce que j'ai fait aménager en atelier. » Suivant le majordome à travers les couloirs élégamment décorés, Camille ne put s'empêcher de remarquer les nombreuses œuvres d'art accrochées au mur. Une toile en particulier retint son attention, un paysage marin dans un style impressionniste, représentant une femme de dos, contemplant l'océan depuis une falaise. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « C'était ma maman qui peignait, » intervint Lucas, sa voix soudain plus douce. Elle faisait des tableaux encore plus beaux que ceux du musée. Marcel s'éclaircit la gorge. « Monsieur préfère que nous n'évoquions pas ce sujet, » dit-il sèchement. « Veuillez me suivre, l'atelier est par ici. » L'atelier avait été installé dans une véranda lumineuse, donnant sur le jardin et l'océan au loin. Chevalets, toiles, pinceaux, peintures, crayons de toutes sortes, Henri n'avait pas lésiné sur le matériel. « C'est parfait, » souffla Camille, touchée par cette attention. « Je savais que ça te plairait, » s'exclama Lucas en sautillant autour d'elle. « On commence. »« Quant ?»« Tout de suite, si tu veux, » sourit-elle en posant son sac. Mais alors qu'elle s'apprêtait à donner sa première leçon, le téléphone d'Henri sonna. Son visage s'assombrit à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. « Un problème avec un projet à Bordeaux, » expliqua-t-il en raccrochant. « Je dois m'y rendre immédiatement. Marcel, préparez ma voiture. » Le majordome s'exécuta avec un empressement presque soulagé, laissant Camille et Lucas seuls dans l'atelier baigné de lumière. « Papa est très occupé, » murmura Lucas, avec une pointe de tristesse. « Mais maintenant que tu es là, je me sens moins seul. » Ces mots simples touchèrent Camille en plein cœur. Elle réalisa que ce petit garçon lui confiait bien plus qu'un besoin d'apprentissage artistique. Il lui offrait sa confiance, ce trésor fragile qu'il avait enfoui au plus profond de lui depuis la disparition de sa mère. « Je serai toujours là pour toi, Lucas, » promit-elle en ébouriffant tendrement ses cheveux. Elle ne pouvait pas savoir à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve dans les mois à venir, ni quel secret sommeillait derrière les murs élégants de la Villa des Roches. L'automne s'installa progressivement sur la côte basque, teintant l'océan de 710 nuances plus sombres et transformant les jardins de la Villa des Roches en symphonie de rouges et d'orangers. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camille avait commencé à enseigner l'art à Lucas, et les progrès du garçon étaient remarquables. Mais plus encore que sa technique, c'était son épanouissement qui frappait tous ceux qui le côtoyaient. Il parlait davantage, riait souvent, et ses cauchemars nocturnes, qu'il avait tourmentés depuis la disparition de sa mère, s'étaient considérablement espacés. Henri, de son côté, semblait de plus en plus préoccupé par ses affaires. Il passait beaucoup de temps à Bordeaux, Paris ou Bruxelles, laissant Lucas aux soins de Camille et Marcel. Ses absences répétées avaient permis à Camille de découvrir une facette troublante du majordome. Un mardi d'octobre, alors qu'elle cherchait des fournitures artistiques dans un placard du couloir, Camille surprit Marcel en train de fouiller dans son sac à main qu'elle avait laissé dans le vestibule. « Que faites-vous » demanda-t-elle, son ton calme contrastant avec l'indignation qu'elle ressentait. Marcel se redressa vivement, lissant sa veste avec un geste nerveux. « Je vérifiais simplement qu'aucun objet de valeur n'avait été laissé sans surveillance. C'est mon devoir de veiller sur les biens de cette maison. »« Mon sac ne contient rien qui appartienne à cette maison, » répliqua Camille. « J'apprécierais que vous respectiez mes affaires personnelles. »
Le majordome la fixa avec une hostilité à peine voilée. « Je connais les femmes comme vous, mademoiselle. Arrivée de nulle part, charmante un homme vulnérable et son fils impressionnable. J'ai vu ce scénario trop souvent pour être dupe. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais je suis ici uniquement pour... » « Lucas, répondit-elle, gardant son calme malgré la colère qui montait en elle. « Nous verrons combien de temps durera cette noble intention, » murmura Marcel avant de s'éloigner d'un pas raide. Cet incident renforça la méfiance de Camille. Elle commença à observer plus attentivement le comportement du majordome, notant ses allées et venues, sa manière de filtrer les appels téléphoniques et surtout sa façon de couper systématiquement Lucas dès que celui-ci évoquait sa mère. Un après-midi pluvieux, alors que Lucas avait une légère fièvre, Camille monta lui apporter un chocolat chaud dans sa chambre. L'enfant somnolait, serrant contre lui un vieux nounours élimé. « C'était le cadeau de maman pour mes 4 ans, expliqua-t-il en voyant Camille regarder la peluche. Elle l'avait fait faire spécialement pour moi, avec un petit cœur brodé sous sa patte. Ta maman devait beaucoup t'aimer, dit doucement Camille, s'asseyant au bord du lit. Elle m'écrivait des histoires, poursuivit Lucas, les yeux brillants de fièvre et de souvenirs. Des aventures avec Théo l'ourson. Elle me disait qu'un jour on les publierait ensemble, avec mes dessins. C'est un très beau projet, sourit Camille. Tu sais, on pourrait commencer à travailler là-dessus quand tu iras mieux. Lucas secoua la tête tristement. Je n'ai plus les histoires, elles ont disparu avec maman. Elle ne t'a rien laissé? Pas une lettre, pas un carnet? Marcel dit que maman est partie sans rien laisser, murmura Lucas, sa voix soudain hésitante. Mais parfois je rêve qu'elle m'envoie des messages secrets dans les nuages. Cette conversation troubla profondément Camille. L'idée qu'une mère puisse abandonner son enfant sans laisser la moindre trace lui semblait inconcevable, surtout après avoir vu les tableaux d'Élise qui témoignaient d'une sensibilité et d'une profondeur d'âme peu communes. Le lendemain, profitant de l'absence de Marcel, parti faire des courses en ville, Camille se mit à explorer plus attentivement la demeure. Elle commença par le bureau d'Henri, espérant y trouver des indices sur le départ d'Élise. Dans un tiroir verrouillé qu'elle parvint à ouvrir grâce à un trombone, une technique apprise dans sa jeunesse rebelle, elle découvrit un dossier contenant des documents juridiques, procédure de divorce jamais finalisée, rapport de détective privé et surtout plusieurs lettres manuscrites qui n'avaient jamais été ouvertes. Les mains tremblantes, Camille examina les enveloppes. Elles étaient adressées à Lucas, avec une écriture fine et élégante. Toutes portèrent le cachet de la poste d'une petite ville côtière située à une centaine de kilomètres au nord. La plus récente datait de seulement 2 mois. « Elle lui écrit », murmura Camille bouleversée. « Elle est vivante et elle essaie de communiquer avec son fils. » Elle remit précipitamment les lettres à leur place en entendant la porte d'entrée s'ouvrir signalant le retour de Marcel. Mais cette découverte changeait tout. Quelqu'un interceptait délibérément le courrier d'Élise, empêchant Lucas de savoir que sa mère pensait toujours à lui. Cette révélation coïncida avec un appel téléphonique d'Henri ce soir-là. Sa voix semblait tendue lorsqu'il annonça qu'il devait se rendre à Hong Kong pour finaliser un projet crucial. « Je serai absent pendant 3 semaines, Camille. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais accepteriez-vous de vous installer à la villa pendant mon absence? Lucas a tellement progressé avec vous. Je crains qu'une séparation prolongée ne le perturbe. » La proposition prenait Camille au dépourvu. « Et votre grand-mère » ajouta Henri comme s'il anticipait son objection. « Je pourrais arranger son séjour dans une résidence médicalisée de luxe pendant ces 3 semaines. Tous frais payés, bien entendu. » Camille hésita. Sa grand-mère Mathilde allait étonnamment mieux ces derniers temps, grâce aux soins plus constants qu'elle pouvait lui offrir depuis qu'elle avait quitté ses autres emplois. Et l'idée de passer plus de temps à la villa, peut-être pour découvrir d'autres indices sur le mystère d'Élise, était tentante. « Laissez-moi en discuter avec ma grand-mère », répondit-elle finalement. À sa grande surprise, Mathilde l'encouragea vivement à accepter. « Ce petit a besoin de toi, ma chérie », dit la vieille dame en tapotant la main de sa petite fille. « Et moi je ne dirai pas non à quelques semaines de bridgé et de papotage avec d'autres vieux croutons. » 2 jours plus tard, Camille s'installait dans une chambre d'amis de la Villa des Roches sous le regard désapprobateur de Marcel. Henri était déjà parti pour l'Asie, laissant des instructions détaillées et une procuration permettant à Camille de prendre toute décision,
Concernant Lucas en son absence. La première semaine se déroula sans incident notable. Lucas était ravi d'avoir Camille à plein temps et ils passaient leur journée entre leçons d'art, promenades sur la plage et séances de lecture. Marcel restait distant mais correct, se contentant d'accomplir ses tâches avec une efficacité silencieuse. Tout bascula lors d'un après-midi particulièrement venteux. Lucas et Camille étaient dans l'atelier, travaillant sur une aquarelle représentant le phare de Biarritz, quand le petit garçon s'interrompit soudain. « Je voudrais te montrer quelque chose », dit-il à voix basse, jetant un regard nerveux vers la porte. « Mais c'est un secret. Tu dois me promettre de ne rien dire à Marcel. »« Je te le promets », répondit Camille, intriguée. Lucas la conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une aile peu fréquentée de la villa. Devant une porte, en main ancienne, bois sombre, il s'arrêta. « C'était l'atelier de maman, murmura-t-il. Papa l'a fermé après son départ. Il a interdit d'y entrer, mais j'ai trouvé la clé dans un livre de la bibliothèque. » Il sortit une petite clé en laiton de sa poche et, après avoir vérifié que le couloir était désert, l'inséra dans la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant légèrement. L'odeur de peinture à l'huile, de térébenthine et de bois anciens accueillit Camille. La pièce était exactement comme Élise l'avait laissée. Des toiles inachevées sur des chevalets, des pinceaux proprement rangés dans des pots en terre cuite, des tubes de couleurs organisés par teinte sur une grande table. Tout était couvert d'une fine couche de poussière, comme figée dans le temps. « Papa n'a pas voulu qu'on touche à ses affaires », expliqua Lucas. Il disait que c'était trop douloureux. Camille s'avança lentement dans la pièce, émue par cette capsule temporelle de la vie d'Élise. Sur le mur du fond, des dizaines de croquis étaient épinglés. Études de vagues, portraits de Lucas à différents âges, paysages côtiers. Et parmi eux, un dessin qui fit bondir le cœur de Camille, un croquis précis du phare du Cap Ferret, presque identique à celui qu'elle-même avait esquissé pour Lucas lors de leur première rencontre au restaurant. « C'est incroyable », murmura-t-elle, s'approchant pour mieux examiner le dessin. « Quoi donc ?» demanda Lucas. « Ton dessin du phare, il ressemble tellement à quelque chose que j'ai appris à dessiner il y a longtemps. » Camille continua son exploration, de plus en plus troublée par les similitudes qu'elle découvrait entre son propre style et celui d'Élise. Les mêmes traits fluides, la même façon de capturer la lumière. Comme si elles avaient appris chez des mêmes maîtres. Sur une étagère, elle aperçut un carnet de croquis relié en cuir rouge. En l'ouvrant, elle découvrit une dédicace sur la première page. « À ma brillante élève Élise, puisse ta lumière continuer d'illuminer le monde de l'art. Avec toute mon affection, professeur Marianne Leclerc, École des Beaux-Arts de Montmartre. » Camille dut s'appuyer contre la table pour ne pas chanceler. Marianne Leclerc, la même professeure qui l'avait formée à Paris 15 ans plus tard. La coïncidence était trop grande pour en être une. Élise et elle avaient suivi le même enseignement, à des époques différentes, mais avec la même mentor. Cela expliquait les similitudes troublantes dans leur style. « Ça ne va pas, Camille ?» s'inquiéta Lucas, remarquant son trouble. Elle allait répondre quand un bruit de pas dans le couloir les figea tous les deux. La voix de Marcel résonna, accompagnée d'une voix féminine au ton impérieux. « Dans le jardin, Madame Beaumont. Je vais les chercher immédiatement. »« Madame Beaumont ?» chuchota Camille, surprise. « Qui est-ce ?»« C'est tante Emmanuelle, la sœur de papa, » murmura Lucas, une expression d'inquiétude traversant son visage. « Elle n'aime pas qu'on entre ici. Vite, sortons. » Ils refermèrent silencieusement la porte de l'atelier et se faufilèrent dans le couloir adjacent, juste à temps. De loin, ils aperçurent une femme élégante d'une 50aine d'années, aux chignons serrés et au tailleur impeccable, qui inspectait le hall d'entrée d'un œil critique. « Cette visite n'était pas prévue », chuchota Lucas, visiblement tendu. « Tante Emmanuelle vient toujours quand papa n'est pas là. Elle dit qu'elle veille sur la maison, mais elle fouille partout. » Ils n'eurent pas le temps d'échanger davantage. Marcel les avait repérés et s'avançait vers eux, suivi par Emmanuelle Beaumont, dont le regard acéré détailla Camille de la tête aux pieds. « Alors c'est vous, la fameuse tutrice d'art, » déclara-t-elle sans préambule. « Mon frère m'a parlé. De vos talents. » Le ton condescendant n'échappa pas à Camille, mais elle se contenta d'un sourire poli. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Beaumont. »« Tante Emma, » intervint Lucas,
avec un enthousiasme forcé qui surprit Camille. « Tu as apporté des chocolats de Bruxelles ?»« Bien sûr, mon chéri, » répondit Emmanuel, son visage s'adoucissant momentanément. « Marcel, apportez-nous du thé dans le petit salon. Nous avons à parler, mademoiselle Rousseau et moi. » L'entretien avec Emmanuel Beaumont dans le petit salon de la villa avait laissé Camille profondément troublée. Sous couvert de politesse mondaine, la sœur d'Henri l'avait soumise à un véritable interrogatoire. Ses origines, sa formation, ses antécédents professionnels, ses intentions concernant Lucas et, de façon à peine voilée, sa relation avec Henri. « Mon frère a toujours été, disons, vulnérable aux femmes qui s'intéressent à son fils », avait-elle déclaré en sirotant son thé. « C'est une faiblesse compréhensible pour un homme de sa position, surtout depuis le regrettable départ d'Élise. « Je suis simplement la professeure d'art de Lucas », avait répondu Camille fermement. « Votre neveu a un talent exceptionnel qui mérite d'être développé. » Emmanuel avait esquissé un sourire glacial. « Bien entendu. Mais permettez-moi un conseil, mademoiselle Rousseau. Ne vous impliquez pas au-delà du nécessaire. Les Beaumont ont une longue tradition familiale et nous savons reconnaître ceux qui appartiennent à notre monde. » Avant de partir, elle avait ajouté comme une menace voilée « Je possède 40% des parts de l'entreprise familiale. Henri ne prend aucune décision importante sans me consulter, y compris concernant l'éducation de Lucas. » 3 jours après cette visite déstabilisante, la météo annonça l'arrivée d'une violente tempête sur la côte basque. L'océan se déchaîna avec une fureur rare en cette saison et les autorités locales conseillèrent aux habitants des zones côtières de limiter leurs déplacements. La Villa des Roches, perchée sur son promontoire, était particulièrement exposée aux éléments. Vers minuit, alors que le vent hurlait autour de la demeure, faisait claquer les volets et gémir la charpente, un bruit sourd à sa porte réveilla Camille en sursaut. « Camille » appela la petite voix de Lucas. « Tu dors ?» Elle ouvrit pour découvrir le garçon en pyjama, serrant contre lui son fidèle ourson, visiblement terrifié par la tempête. « J'ai peur », admit-il. « Les tempêtes me rappellent la nuit où maman est partie. » Camille l'invita à entrer et s'asseoir sur le bord du lit. « Tu veux me raconter ?» Lucas hésita, puis se lança. « Il y avait une grosse tempête comme celle-ci. J'ai entendu papa et maman qui criaient dans le bureau. Maman pleurait. Après, elle s'est venue dans ma chambre, elle m'a embrassé pendant que je dormais, mais je faisais semblant, j'étais réveillé. Elle sentait la pluie. Et puis le matin, Marcel a dit qu'elle était partie pour toujours. » Camille sentit son cœur se serrer. « Tu n'as jamais demandé à ton père ce qui s'était passé cette nuit-là ?»« Si, mais il devient très triste quand je parle de maman. Et tante Emmanuelle dit que c'est mieux de ne pas y penser, que maman nous a abandonnés parce qu'elle ne nous aimait pas assez. »« Je suis sûr que ce n'est pas vrai, » murmura Camille, caressant les cheveux du petit garçon. « D'après ce que j'ai vu de ces tableaux, ta maman t'aimait énormément. » Un éclair illumina la chambre, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Lucas sursauta violemment. « Je peux rester avec toi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Bien sûr. Mais que dirais-tu de faire quelque chose d'amusant pour oublier la tempête? Un jeu peut-être » Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « On pourrait jouer à cache-cache, dans le noir avec nos lampes de poche ?» L'idée semblait peu conventionnelle pour une heure si tardive, mais l'excitation de Lucas était contagieuse. Ils établirent quelques règles de base. Rester dans l'aile et de la villa pour ne pas réveiller Marcel, et éviter certaines pièces comme le bureau d'Henri ou l'ancien atelier d'Élise. Pendant près d'une heure, ils se pourchassèrent dans les couloirs obscurs, étouffant leurs rires et oubliant momentanément la tempête qui faisait rage à l'extérieur. C'était au tour de Camille de se cacher. Elle se faufila dans un petit salon rarement utilisé et se dissimula derrière un imposant canapé d'époque. En s'installant confortablement, elle sentit quelque chose de dur sous les coussins. Intriguée, elle glissa sa main dans l'interstice et en retira un petit objet rectangulaire enveloppé dans un tissu de soie. En le déballant précautionneusement, elle découvrit un carnet relié en cuir bleu, fermé par un cordon assorti. « Je t'ai trouvé ?» s'exclama Lucas, faisant irruption dans la pièce, sa lampe torche balayant les murs. Camille sursauta, dissimulant instinctivement le carnet dans la poche de sa robe de chambre. « Bravo, détective, tu es vraiment fort à ce jeu. » Ils continuèrent à jouer pendant un moment,
puis la fatigue reprenant ses droits, retournèrent dans la chambre de Camille. Lucas s'endormit rapidement, blotti contre son ourson, tandis que la tempête commençait à s'apaiser au dehors. Une fois certaine que l'enfant dormait profondément, Camille sortit le carnet de sa poche et l'examina à la lueur de sa lampe de chevet. Sur la couverture, en lettres dorées discrètes, était inscrit « Journal d'Élise Beaumont ». Son cœur battant à tout rompre, elle hésita à l'ouvrir. Ce journal contenait sans doute les pensées les plus intimes d'une femme disparue, peut-être les réponses aux questions qui la hantaient depuis des semaines. Mais avait-elle le droit de violer ainsi la vie privée d'Élise? La pensée de Lucas, endormi à côté d'elle, la décide. Si ce journal contenait des informations qui pourraient aider cet enfant à comprendre le départ de sa mère, alors elle devait le lire. Les premières pages relataient le quotidien heureux d'Élise avec Henri et Lucas. Sortie en famille, progrès artistiques, anecdotes attendrissantes sur son fils. Puis le ton changeait graduellement. Élise évoquait des tensions avec sa belle-sœur Emmanuelle, qui s'immisçait de plus en plus dans les affaires familiales. « Euse a encore contesté mes décisions concernant l'éducation de Lucas », écrivait-elle. « Elle insiste pour qu'il soit inscrit dans ce pensionnat suisse, loin de nous. H ne dit rien comme toujours quand sa sœur prend ce ton autoritaire. Parfois, je me demande qui il a réellement épousé. » Plus loin, les écrits prenaient une tournure plus inquiétante. J'ai découvert par hasard des documents dans le bureau d'H, des transferts d'argent vers des comptes aux Caïmans, des pots de vin à des fonctionnaires pour obtenir des permis de construire. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Quand j'ai confronté H, il a nié, prétendant que ces transactions étaient parfaitement légales. Mais j'ai vu son regard. Il ment. Et puis, quelques pages plus loin, une entrée qui glaça le sang de Camille. M'a piégé aujourd'hui. Elle a organisé un déjeuner, soi-disant pour apaiser nos tensions. Elle a laissé accidentellement son téléphone enregistrer notre conversation, puis l'a monté en coupant mes propos pour faire croire à H que je le trompais. Il est entré dans une colère noire. Je ne reconnais plus mon mari. Il est devenu l'ombre de lui-même, manipulé par sa sœur qui ne rêve que d'une chose: prendre le contrôle total de l'entreprise familiale. La dernière entrée, datée de la nuit de la tempête évoquée par Lucas, était écrite d'une main tremblante. « Je dois partir, pour ma sécurité. » A menacé de me faire interner, prétendant que mes accusations contre elle sont le fruit d'une instabilité mentale. Elle a même un médecin dans sa poche prêt à signer les papiers. H est tellement aveuglé qu'il pourrait la croire. Mon cœur se brise à l'idée de laisser mon petit Lucas, mais je n'ai pas le choix. Je reviendrai pour lui quand j'aurai rassemblé suffisamment de preuves contre eux. J'ai caché des copies des documents compromettants au Café des artistes. Sophie les gardera pour moi. Si quelqu'un lit ces lignes un jour, dites à mon fils que je l'aime plus que tout au monde, que chaque jour loin de lui est une torture. Je n'ai jamais voulu l'abandonner. » Camille referma le journal, les mains tremblantes et les yeux embués de larmes. Tout prenait soudain sens. Les lettres interceptées, l'hostilité de Marcel qui était manifestement à la solde d'Emmanuel, les mensonges concernant le départ volontaire d'Élise. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. À travers la porte entrebâillée, elle aperçut une ombre qui se déplaçait furtivement. D'instinct, elle glissa le journal sous son oreiller et feignit de dormir. La porte s'ouvrit doucement. Elle sentit une présence dans la pièce, entendit une respiration mesurée. Quelqu'un les observait, elle et Lucas. Après ce qui sembla une éternité, la porte se referma silencieusement. Camille attendit plusieurs minutes, le cœur battant, avant d'oser rouvrir les yeux. La tempête s'était calmée à l'extérieur, mais une autre, bien plus dangereuse, se préparait au sein de la villa des Roches. Au petit matin, les nouvelles étaient mauvaises. Un glissement de terrain avait coupé la route principale menant à Biarritz. La villa était temporairement isolée, les communications perturbées. Ce qui, dans d'autres circonstances, aurait pu paraître un simple désagrément, prenait maintenant des allures de piège. Alors que Lucas prenait son petit déjeuner sous la surveillance de Marcel, Camille s'éclipsa dans sa chambre et appela sa grand-mère depuis son téléphone portable, profitant d'une connexion intermittente. « Mathilde, c'est moi. Écoute attentivement. Si tu n'as pas de mes nouvelles d'ici ce soir, appelle ce numéro. » Elle lui dicta le numéro personnel d'Henri qu'elle avait mémorisé.
Dis-lui que sa sœur a fait disparaître sa femme et qu'elle intercepte ses lettres depuis 2 ans. Dis-lui de revenir immédiatement. »« Camille, tu me fais peur, » répondit la voix inquiète de sa grand-mère. « Dans quoi t'es-tu embarqué? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Promets-moi juste de faire ce que je te demande si nécessaire. » Après avoir raccroché, Camille cacha soigneusement le journal d'Élise dans la doublure de sa valise. Puis elle prit une décision. Dès que la route serait dégagée, elle emmènerait Lucas au café des artistes mentionné dans le journal. Si Sophie, la personne citée par Élise, y travaillait, toujours, elle pourrait les aider à retrouver la trace de la mère disparue. Mais d'abord, elle devait gagner du temps et ne pas éveiller les soupçons. Elle rejoignit Lucas dans la salle à manger, affichant un sourire serein malgré la tension qui l'habitait. « Que dirais-tu de travailler sur une grande fresque aujourd'hui » proposa-t-elle avec un enthousiasme forcé. « Quelque chose d'inspiré par la tempête d'hier soir ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. On pourrait peindre l'océan déchaîné, avec des éclairs et des vagues immenses. Marcel les observait depuis le seuil de la pièce, son visage impassible, trahissant néanmoins une certaine nervosité. La tempête avait peut-être cessé dehors, mais à l'intérieur de la villa des Roches, elle ne faisait que commencer. 2 jours après la tempête, les routes furent enfin dégagées. Pendant ce temps, Camille avait maintenu une façade de normalité, continuant les leçons d'art avec Lucas, tout en observant discrètement les moindres faits et gestes de Marcel. Elle avait remarqué ses conversations téléphoniques furtives, toujours en chuchotant, souvent en jetant des regards méfiants autour de lui. Ce matin-là, Camille proposa à Lucas une excursion en ville, prétextant vouloir acheter de nouvelles fournitures artistiques et visiter une exposition temporaire au musée local. « Je ne suis pas certain que cela soit approprié sans l'autorisation expresse de M. Beaumont, » objecta Marcel, les bras croisés dans l'entrée de la villa. « M. Beaumont m'a donné une procuration, » répliqua calmement Camille en sortant le document de son sac. « J'ai toute autorité pour prendre des décisions concernant Lucas en son absence. » Marcel examina le papier avec une frustration mal dissimulée. « Dans ce cas, je vous accompagnerai. »« Ce ne sera pas nécessaire, » intervint une voix autoritaire depuis le seuil. Tous se retournèrent, stupéfaits. Emmanuel Beaumont se tenait là, impeccablement vêtu d'un tailleur anthracite, un léger sourire aux lèvres. « Tante Emma !» s'exclama Lucas, visiblement surpris, mais pas nécessairement ravi. « Bonjour, mon chéri !» répondit-elle en s'avançant pour embrasser son neveu. « J'ai appris pour le glissement de terrain, et je me suis inquiété. Je suis venu dès que les routes ont été rouvertes. » Se tournant vers Camille, « Puisque vous souhaitez sortir, je vais rester ici. Marcel pourra vous conduire et vous accompagner. » Le regard qu'elle échangea avec le majordome ne laissait aucun doute. Il s'agissait de surveiller Camille, pas de l'aider. « C'est très gentil, » répondit Camille avec un sourire forcé, réfléchissant à toute vitesse. Son plan d'emmener Lucas au café des artistes tombait à l'eau si Marcel les accompagnait. « Mais nous pouvons y aller à pied, ce n'est pas si loin. »« J'insiste, » dit Emmanuel, son ton doucereux contrastant avec la dureté de son regard. « Les routes peuvent encore être dangereuses après cette tempête. N'est-ce pas, Marcel ?»« Tout à fait, madame, » acquiesça servilement le majordome. Piégée, Camille dut accepter. Pendant le trajet vers Biarritz, elle cherchait désespérément une solution. Comment échapper à la surveillance de Marcel? Comment retrouver ce café mentionné dans le journal d'Élise? Une inspiration soudaine lui vint en remarquant l'animation dans les rues du centre-ville. C'était jour de marché, et la place centrale était bondée. « Lucas, tu te souviens de ce magasin de fournitures artistiques dont je t'ai parlé? Celui avec les pinceaux japonais ?» improvisa-t-elle, alors que Marcel se garait. « Je pense qu'il serait plus efficace que nous nous séparions. Pendant que Marcel et toi irez acheter les toiles sur ma liste, j'irai chercher les pinceaux spéciaux. On se retrouve ici dans 1 heure. » Marcel fronça les sourcils, méfiant. « Mademoiselle Rousseau, je ne crois pas que... » « Excellente idée !» s'exclama Lucas, entrant spontanément dans le jeu. « Marcel, tu sais que je veux ces nouvelles toiles de lin depuis des semaines. Allez, viens !» Avant que le majordome puisse protester davantage, Lucas l'entraîna dans la foule, lançant un clin d'œil complice à Camille par-dessus son épaule. Ce petit garçon était décidément plus perspicace qu'il n'y paraissait. Dès qu'ils furent hors de vue, Camille s'élança dans la direction opposée. Elle n'avait qu'1 heure, peut-être moins, avant que Marcel ne se rende compte de la supercherie.
Le café des artistes n'était pas mentionné dans les guides touristiques qu'elle avait consultés, mais elle se souvenait qu'Élise avait évoqué dans son journal un café au bord de la mer où elle trouvait l'inspiration. Après plusieurs demandes aux commerçants locaux, elle fut dirigée vers une petite rue pavée descendant vers la plage. Là, à l'abri des regards, trouvait une modeste devanture bleue délavée par le sel marin. Le café des artistes depuis 1958. Le cœur battant, Camille entra. L'intérieur était chaleureux, aux murs couverts de tableaux et de photographies en noir et blanc. Derrière, le comptoir, une femme âgée aux cheveux gris coupés courts essuyait des tasses. « Excusez-moi », commença Camille hésitante. « Je cherche Sophie. Elle travaillait ici il y a quelques années. » La femme leva les yeux, scrutant attentivement Camille. « C'est moi. Et vous êtes ?»« Je m'appelle Camille Rousseau. Je suis la tutrice d'art de Lucas Beaumont. » Au nom de Beaumont, le visage de Sophie se ferma instantanément. « Nous sommes fermés. Revenez plus tard. »« Attendez !» s'écria Camille, alors que la femme s'éloignait vers l'arrière-boutique. « Je sais pour Élise. J'ai trouvé son journal. Elle vous a confié des documents avant de disparaître, n'est-ce pas ?» Sophie s'immobilisa puis se retourna lentement. « Comment savez-vous cela ?»« Je vis à la Villa des Roches avec Lucas. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé à sa mère. Lucas souffre terriblement de son absence et le journal d'Élise suggère qu'elle n'a jamais voulu abandonner son fils. » La méfiance de Sophie sembla s'atténuer légèrement. « Suivez-moi », dit-elle simplement, menant Camille vers une pièce à l'arrière du café. La salle ressemblait à un petit atelier d'artiste, avec une table en bois usée couverte de pinceaux et de croquis. Sur un mur entier étaient affichés des dessins d'enfants, tous signés Lucas, datant d'avant la disparition d'Élise. « Elle vient les voir quand elle peut », murmura Sophie, remarquant le regard ému de Camille sur les dessins. « Pas souvent, c'est trop risqué. » Mais elle ne l'a jamais oublié. « Élise est vivante ? Elle est ici, à Biarritz ?» demanda Camille, sentant l'espoir gonfler dans sa poitrine. « Pas à Biarritz. Elle vit sous un autre nom dans un petit village. De pêcheurs à Sokoa, près de Saint-Jean-de-Luz, » expliqua Sophie. Elle enseigne l'art aux enfants locaux. Elle n'a jamais cessé d'écrire à son fils, mais apparemment, ses lettres n'arrivent jamais jusqu'à lui. « Elles sont interceptées, » confirma Camille, « par Marcel, le majordome, probablement sur ordre d'Emmanuel Beaumont. » Sophie hocha la tête tristement. Élise avait découvert des malversations dans l'entreprise familiale. Des pots de vin, du blanchiment d'argent. Tout orchestré par Emmanuel, mais réalisé au nom d'Henri, à son insu. Quand Élise a confronté sa belle-sœur, celle-ci a menacé de la faire interner pour troubles mentaux. Elle avait tout préparé, de faux témoignages, un médecin corrompu. « Je dois voir Élise », décida Camille. « Aujourd'hui, maintenant, je n'ai qu'une heure avant que Marcel ne me retrouve. » Sophie hésita puis sortit son téléphone. « Je vais l'appeler, mais il faut que vous compreniez le danger. Emmanuel Beaumont a des relations puissantes, y compris dans la police locale. Si elle découvre qu'Élise est revenue, ou que quelqu'un connaît son secret... » Camille pensa à Lucas, probablement en train de distraire Marcel dans les ruelles du marché. « Je suis prête à prendre ce risque. Pour Lucas. » Après un bref appel téléphonique, Sophie raccrocha, le visage grave. « Élise arrive. Elle était déjà en route pour Biarritz aujourd'hui. Une coïncidence incroyable. Elle vient tous les mois déposer une lettre pour Lucas, même si elle sait qu'il ne les recevra probablement jamais. » 20 minutes plus tard, la porte de Misienzet Santizop, l'arrière-boutique s'ouvrit sur une femme mince, aux longs cheveux blonds teints en châtain, portant des lunettes qui ne parvenaient pas à dissimuler la beauté de son regard. À 42 ans, Élise Beaumont avait gardé une élégance naturelle malgré la simplicité de sa tenue et les traces de fatigue sur son visage. « Sophie m'a tout expliqué, » dit-elle d'une voix douce où perçait l'émotion. « Vous vous occupez de mon fils ?»« Depuis 3 mois, » acquiesça Camille. « Il est extraordinaire, talentueux, sensible, courageux. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. « Comment va-t-il? Est-ce qu'il parle de moi? » « Tous les jours, il n'a jamais cru que vous l'aviez abandonné volontairement. Et il dessine, comme vous. C'est ce qui nous a rapprochés. » Élise s'approcha de Camille et prit ses mains dans les siennes. « Merci d'être là pour lui. Mais vous devez comprendre, je ne peux pas simplement réapparaître.
Emmanuel a monté un dossier contre moi, m'accusant d'instabilité mentale et d'avoir mis Lucas en danger. Si je reviens sans preuve, elle pourrait obtenir ma mise sous tutelle et m'empêcher définitivement de voir mon fils. Les preuves sont dans le journal, affirma Camille, et dans les documents que vous avez confiés à Sophie. C'est suffisant pour convaincre Henri, j'en suis certaine. Henri, murmura Élise avec tristesse, il était tellement sous l'emprise de sa sœur. Est-il différent maintenant? Il est dévoué à Lucas, répondit Camille, et il garde vos tableaux exactement comme vous les avez laissés. Je crois qu'il n'a jamais cessé de vous aimer. Un bruit de pas précipité dans le café interrompit leur conversation. La porte de l'arrière-boutique s'ouvrit brusquement sur Lucas, essoufflé, et les joues rouges d'avoir couru. Camille. Marcel est furieux, il te cherche par... Sa voix s'étrangla dans sa gorge lorsqu'il aperçut la femme aux côtés de Camille. Ses yeux s'écarquillèrent et il resta figé, comme frappé par la foudre. « Maman !» murmura-t-il d'une voix à peine audible. Le temps sembla suspendu. Élise fit un pas hésitant vers son fils, tremblante d'émotion. « Lucas, mon petit prince !» L'instant d'après, ils étaient dans les bras l'un de l'autre, pleurant et riant à la fois, échangeant des mots entrecoupés de sanglots et de caresses, comme pour s'assurer que l'autre était bien réel. Camille et Sophie s'éclipsèrent discrètement dans le café, leur laissant ce moment d'intimité. Mais leur répit fut de courte durée. À travers la vitre, Camille aperçut une voiture familière qui se garait en double fil, celle d'Emmanuel Beaumont. « Ils nous ont suivis », murmura-t-elle, glacée d'effroi. Au même moment, son téléphone vibra. Un message de sa grand-mère. « Henri est rentré, je lui ai tout dit, il arrive au café. » Les événements s'enchaînèrent avec une rapidité vertigineuse. Emmanuel fit irruption dans le café, suivi de Marcel et de deux hommes à l'allure patibulaire. « Où est mon neveu ?» exigea-t-elle, balayant la salle du regard. « Ah, mademoiselle Rousseau, je savais que vous nous causeriez des problèmes. Enlever un enfant est un crime grave, vous savez. »« Je n'ai enlevé personne, » répliqua Camille, avec un calme qu'elle était loin de ressentir. « Lucas est avec sa mère, sa vraie mère, que vous avez forcé à fuir en la menaçant d'internement. » Visage d'Emmanuel se décomposa légèrement avant de retrouver son masque d'arrogance. Des accusations ridicules. Ma belle-sœur souffrait de troubles psychiatriques. Elle a abandonné son mari et son fils. « Vraiment ?» intervint une voix. Masculine depuis l'entrée du café. Henri Beaumont se tenait là, l'air épuisé par le voyage mais le regard déterminé. Dans sa main, il tenait le journal d'Élise que Camille avait remis à Mathilde avant de quitter la villa. « J'ai tout lu, Emmanuel, » dit-il d'une voix où la colère le disputait à la douleur. Les documents qu'Élise avait découverts. Son journal. Les lettres qu'elle a envoyées à Lucas pendant 2 ans et que tu as interceptées. Comment as-tu pu nous faire ça? À moi, ton propre frère. À un enfant innocent? Emmanuel pâlit, mais se ressaisit rapidement. Tu ne comprends pas, Henri. L'entreprise était en danger. Élise voulait tout révéler, nous aurions tout perdu. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger l'héritage des Beaumont. En détruisant ma famille, répliqua Henri avec amertume. En privant mon fils de sa mère pendant 2 ans. En me faisant croire qu'elle nous avait abandonnés. La porte de l'arrière-boutique s'ouvrit doucement. Élise apparut, tenant la main de Lucas. Le silence qui s'abattit sur le café était presque palpable. « Henri » murmura Élise, ses yeux ne quittant pas ceux de son mari. Il fit un pas vers elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Pourquoi n'es-tu pas venu directement me voir avec ces preuves? Pourquoi fuir ?»« J'ai essayé de te parler, » répondit Élise, la voix tremblante. « Cette nuit-là, pendant la tempête. Mais tu ne voulais rien entendre. Emmanuel t'avait déjà convaincu que j'étais instable. J'ai eu peur, Henri. Pas pour moi, mais pour Lucas. Si elle réussissait à m'interner, qui protégerait notre fils ?» Henri se tourna vers Marcel qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise. « Et vous? Pourquoi avoir participé à cette machination ?» Le majordome baissa les yeux. Madame Emmanuel avait découvert certaines indiscrétions de mon passé. Elle m'a fait comprendre que ma place et ma réputation en dépendaient. Du chantage, conclut Henri avec dégoût. Sur combien d'autres as-tu exercé une telle pression, Emmanuel? Sa sœur ne répondit pas, calculant visiblement ses options. Soudain, elle fit signe aux 2 hommes qui l'accompagnaient.
peu importe ces accusations ridicules. Lucas est légalement sous ta garde, Henri, et cette femme, elle désigna Élise d'un geste méprisant, a perdu tous ses droits en abandonnant le domicile conjugal. Messieurs, veuillez récupérer l'enfant. Les deux hommes s'avancèrent, mais s'arrêtèrent net lorsque la porte du café s'ouvrit à nouveau. Deux policiers en uniforme entrèrent, suivis d'un homme en costume. Commissaire Lefort, se présenta ce dernier. Nous avons reçu des informations concernant des malversations financières impliquant Emmanuel Beaumont et d'éventuelles menaces à l'encontre d'Élise Beaumont. Emmanuel blêmit. C'est absurde. Qui vous a contacté? Moi, intervint Sophie, brandissant une clé USB. Les copies des documents qu'Élise m'avait confiés. Je les ai envoyés aux autorités ce matin, dès que j'ai su que tout allait éclater aujourd'hui. Le commissaire s'approcha d'Emmanuel. « Madame Beaumont, nous allons devoir vous demander de nous accompagner pour répondre à quelques questions. Vos associés également, ajouta-t-il en désignant les deux hommes. « Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Emmanuel. Nous sommes une famille respectée à Biarritz. Je siège au conseil municipal. » Justement, répliqua le commissaire, votre position ne fait qu'aggraver la gravité des accusations. Tandis que les policiers escortaient Emmanuel et ses complices vers la sortie, un silence chargé d'émotion s'installa dans le café. Henri fit un pas vers Élise, puis s'arrêta, incertain. « Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Te demander pardon semble tellement insuffisant. »« Papa, » intervint Lucas, sa petite main serrant toujours celle de sa mère. « Maman m'a expliqué. Ce n'était pas ta faute. Tante Emma t'a menti, comme elle m'a menti à moi. » La simplicité de cette vérité, énoncée par un enfant de 9 ans, sembla briser quelque chose en Henri. Des larmes qu'il retenait depuis trop longtemps coulèrent librement sur son visage. « Rentrons à la maison, » dit-il doucement. Tous ensemble. Camille observait la scène, émue mais consciente qu'elle n'avait plus sa place dans ce tableau familial reconstitué. Elle s'apprêtait à s'éclipser discrètement quand Lucas l'aperçut. « Camille, tu viens avec nous, n'est-ce pas ?» Élise s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez rendu l'espoir à mon fils, et vous m'avez rendu ma famille. »« J'ai simplement fait ce qui était juste, » répondit Camille, émue. « Et votre grand-mère » demanda Henri. « Elle doit être inquiète après tous ces événements. » Camille sourit. « Elle va bien. La résidence que vous avez choisie pour elle est merveilleuse et son état s'est considérablement amélioré ces derniers mois. Alors venez avec nous, » insista Élise. « Au moins pour aujourd'hui. Nous avons tant à nous dire, tant d'histoires à partager. » 1 an plus tard, le restaurant La Vague Bleue avait changé de propriétaire. Henri et Élise Beaumont l'avaient racheté et transformé en un espace hybride, restaurant gastronomique le soir, galerie d'art et centre créatif pour enfants défavorisés en journée. Sur la terrasse baignée de soleil, Lucas, désormais âgé de 10 ans, donnait fièrement des explications à un groupe d'enfants devant une grande fresque colorée représentant un bateau nommé l'Aventurier, naviguant sur une mer agitée vers un phare lumineux. « C'est l'histoire de ma maman et mon papa, » expliquait-il, « et de Camille qui nous a réunis. » Dans la galerie, Camille et Élise accrochaient les dernières toiles pour l'exposition bénéfice du lendemain. Leur collaboration artistique, née de leur formation commune auprès de Marianne Leclerc, avait donné naissance à un style unique qui commençait à être reconnu dans le monde de l'art. « Qui aurait cru qu'un simple dessin dans un carnet d'enfants nous mènerait ici ?» murmura Élise contemplant le chemin parcouru. « Parfois, il suffit d'un petit geste pour changer des vies, » répondit Camille, ajustant un cadre. Un dessin, un sourire, une main tendue. Henri les rejoignit, portant un plateau de rafraîchissement. Les premiers invités arrivent dans 1 heure. Sophie vient d'appeler, elle amène Mathilde en voiture. La grand-mère de Camille, dont la santé s'était miraculeusement stabilisée, était devenue la grand-mère honoraire de Lucas, comblant le vide laissé par ses grands-parents biologiques, disparus depuis longtemps. Sur le mur principal de la galerie trônait une œuvre spéciale, une grande toile collaborative peinte à 6 mains par Élise, Camille et Lucas. Elle représentait un restaurant au bord de l'océan, avec une serveuse dessinant avec un petit garçon, tandis qu'un homme les observait avec émerveillement. Dans un coin de la toile, presque comme une signature, figurait un minuscule ourson avec un cœur brodé sur la patte. La Vague Bleue
était devenu bien plus qu'un simple restaurant ou qu'une galerie d'art. C'était le symbole d'une famille reconstruite, d'amitié forte et d'espoir renouvelé. C'était la preuve qu'après la tempête, aussi violente soit-elle, le soleil finit toujours par réapparaître, illuminant l'horizon de ses rayons dorés. Et pour Camille, qui avait renoncé à ses rêves artistiques pour s'occuper de sa grand-mère, c'était la confirmation que la vie réserve parfois ses plus belles surprises quand on s'y attend le moins. En tendant simplement la main à un enfant solitaire, elle avait non seulement changé sa vie, mais aussi retrouvé sa propre voie. Au loin, l'océan scintillait sous le soleil couchant, éternel témoin des drames et des joies humaines. Sur la plage, des enfants couraient, des couples se promenaient main dans la main et la vie continuait son cours, tantôt tumultueuse comme une tempête, tantôt paisible comme une mer d'huile, mais toujours infiniment précieuse.